C'est parti. Heureusement qu'on fait des montages après. Nous avons le plaisir de retrouver Aymeric, président du Centre LGBTI+ de Lyon. Merci Aymeric de nous accorder ta présence. Merci à toute l'équipe. Une nouvelle fois. Et bonsoir. Bonsoir à l'équipe de Transculture et de Radio Pluriel. Voilà. Pluriel Gay. Et Romain Vallet qui est venu s'ajouter à ma demande pour faire des interviews aussi. En tant que journaliste, vrai journaliste. Le grand pape du journalisme lyonnais. Voilà, donc par quoi on va commencer? Tu avais des questions à poser au centre. On pourra parler du centre, un petit peu de l'actualité générale, peut-être. Et peut-être que Léa ou Romain, vous aviez des questions spécifiques à poser sur l'actualité lyonnaise du centre. Bah, peut-être tout simplement sur la marche du 11 juillet, qui est quand même la grosse actualité dans les prochaines semaines du centre. Et puis je crois qu'il y a toute une programmation là en juin, en amont, pour le mois des fiertés, notamment mercredi soir à 20h. Je le sais parce que c'est moi qui vais présenter, le film, mais c'est la fière journée de Vincent Boujon, documentaire tourné lors de la Pride de 97. 16. Parce qu'il l'a monté en 97, voilà. Mais c'était la première Pride en 1996. De 96. Et il est super bien le documentaire. Ouais. C'est émouvant, c'est historique, vraiment. Ouais. Et j'ai retrouvé les archives, parce que je me disais, mais on en a parlé dans Hétéroclite, et effectivement, le documentaire avait été diffusé au centre LGBT déjà en 2017, donc il y a 9 ans. Ouais. Et on en a parlé à ce moment-là, effectivement. Ouais. Donc oui, il y a ce documentaire qui est vraiment une archive de l'époque, quoi, un témoignage de ce que c'était faire une marche, la première marche à Lyon en 1996. L'année de l'arrivée des trithérapies, l'année où on commençait à parler du contrat d'union civile, qui allait devenir le Pax, etc. Enfin, pas qu'on commençait, mais disons que c'était les racines. C'était l'actualité, disons, on disait du mouvement. Le CUC à l'époque. Le CUC ou le CUC. Enfin, c'est un nom là, pas possible, quoi. C'est un peu plus ancien, hein, je dis 96, mais en fait, je crois que ça remonte au début des années 90, les premiers projets. Enfin bon. Donc, à 20h, mercredi 3 juin, au centre LGBTI. Et puis, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'il y aura d'autre au centre ? Alors, au niveau de la programmation, là, je ne vais pas tout avoir en tête, mais aussi, on met en avant sur ce mois beaucoup de programmations faites justement par nos autres structures qui ont une grosse actualité. Je pense par exemple au concert bis repetita le 6 juin. Je pense à la Pride de Villefranche-sur-Saône, qui sera la première Pride de Beaujolaise, qui va être portée. C'est nous qui déposons la manifestation, en fait. Donc, on soutient l'équipe au niveau local. Il y a également toute une programmation avec notamment l'exposition des archives, des affiches de la Pride qu'on a aujourd'hui au centre. Alors, on n'a malheureusement pas tout encore, mais on veut essayer de continuer à en profiter pour capter les affiches manquantes. Mais c'est très intéressant d'ailleurs justement de remonter sur l'histoire de la Pride à Lyon pour vraiment prendre conscience de ce qui était politique, ce qui l'était peut-être un peu moins, mais justement de voir que finalement la Pride de Lyon a toujours porté des messages quand même très forts. Contrairement à ce qu'on peut entendre ou penser quand c'était la LGP, il y a eu beaucoup de critiques de fait, mais en réalité c'est, je pense, beaucoup plus à regarder avec de l'objectivité et donc voilà, on va faire cet affichage là notamment. Il y a des show drag, il y a pas mal de choses aussi qu'on va prévoir. On fait des vraies programmations culturelles en fait au mois maintenant au niveau du centre, et là ce mois-ci avec le mois des fiertés, il y a beaucoup de Pride, donc on essaie de valoriser le soutien au Pride plutôt que créer notre propre activité. Évidemment le 11 juillet avec une semaine en avant, je pourrais en parler, où on va essayer de travailler sur une programmation aussi de conférences pour expliquer les enjeux qu'on va porter au niveau du plaidoyer et pas uniquement envoyer un plaidoyer sur des réseaux sociaux. On veut que les gens puissent l'incarner et s'en saisir. Donc avec des conférences sur toute une semaine. C'est intéressant justement cette rétrospective, ce regard dans le rétro sur les marges du passé, parce qu'effectivement ça permet de démonter peut-être quelques idées reçues sur la Pride qui serait vidée de sa substance. Et moi, je me souviens par exemple qu'à Lyon a été la première ville de France à intégrer dans le mot d'ordre de sa Pride des revendications pour les droits des trans. Exactement. C'était en 2009, si je ne dis pas de bêtises. Et alors, ça avait créé déjà une bataille homérique avec notamment une partie du milieu commerçant qui n'était pas très d'accord, qui trouvait que
c'était, si je me souviens bien des termes, c'était on met l'accent sur la minorité dans la minorité, et donc que c'était pas judicieux quoi, comme mot d'ordre. Ça avait déjà créé des tensions. Mais bon, c'est un peu le marronnier, de toute façon, les tensions autour de la Pride. Enfin, s'il n'y en avait pas, on s'ennuierait. On s'ennuierait beaucoup. C'est vrai. Non, mais Il faut bien qu'on s'engueule sur le mot d'ordre. Oui. En fait, pour expliquer un petit peu, essayer d'expliquer où on en est aujourd'hui, je vais essayer de donner en fait un plan de recul plus large que uniquement Lyon. Moi, Gérald le sait, je suis investi au niveau de la fédération LGBTI+, au niveau national avec les centres LGBTI de France, et je suis investi au niveau de l'ILGA, qui est une organisation internationale pour faire avancer les droits LGBT, et on a participé à ILGA Europe à Vilnius il y a quelques mois. Et il y a un an, le 28 juin, j'étais à la Budapest Pride, et en amont, j'ai participé à des conférences. Pourquoi je mets un petit peu tout ça dans le projecteur? Parce que les enjeux de la Pride à Lyon, elles ont été questionnés depuis 6 ans en réalité. C'est juste un secret de polichinelle de se dire qu'aujourd'hui le sujet est sur la table, alors que ça fait des années que c'est dans le milieu associatif, qui l'organise et dans quelles conditions est un sujet. Et aujourd'hui, ce que moi j'ai appris en regardant sur des enjeux beaucoup plus internationaux, c'est qu'en France on est en retard. Et on est plus qu'en retard, on a un manque d'organisation, un manque de stratégie collective, un manque de synergie pour faire avancer nos droits. Ce qui fait qu'on est très faible politiquement par rapport à des pays comme en Hongrie, comme en Italie, comme en Roumanie, là où le tissu local est beaucoup mieux organisé, est beaucoup plus efficace pour répondre aux problématiques du public, et en réalité, même arrive à mieux lever, mobiliser, etc., que nous le faisons aujourd'hui en France. Donc ça amène une vraie question. Comment ça se fait que dans des pays où la Pride a pu être interdite pour la première fois en Europe, ils ont réussi à mieux s'organiser et faire face non pas à une ombre que peut être le fascisme et l'extrême droite, mais à un fait bien dans le clair qui était justement un gouvernement d'extrême droite qui s'est attaqué en fond, en large, sur les droits humains et sur la manifestation en question. Et donc ça doit nous amener à des réflexions, comment on s'organise là-dessus. Et c'est ça en fait qui aussi motive les associations du territoire à se dire c'est peut-être l'année, à la veille des présidentielles, de pousser une réflexion sur comment on organise nos luttes. Parce qu'on peut repousser chaque année, hein. Ça fait des années que le sujet est amené, mais c'est la première année où les assos ont simplement passé le pas de se dire là, on veut avancer sur le sujet. C'est ça le fond de comment on en est aujourd'hui arrivé là. Et il y a un réel enjeu qui dépasse Lyon, parce que Lyon, c'est une ville où il y a une Pride, mais une Pride, c'est un outil pour défendre des droits. Et qu'est-ce qu'on défend aujourd'hui à Lyon ? Il y a des mots d'ordre, mais un mot d'ordre, c'est pas un plaidoyer, c'est pas une avancée significative, c'est pas une organisation, c'est pas un projet politique, c'est une réponse momentanée. Donc, Donc l'objectif aujourd'hui, il est vraiment d'apporter une synergie interassociative qui porte les droits correctement. Ça a mal été fait, mais on est d'accord. Oui. Ça passe notamment par la Fédération des centres LGBTI, c'est ça ? Pas forcément, mais en tout cas, ça passe vraiment par une vraie interconnexion nationale et locale. Et au niveau local, en tout cas, le rôle du centre, qui est un format très fédératif, Radio Pluriel, enfin Pluriel Gay en fait partie, Gérald le sait très bien, c'est un organe dans lequel moi je n'ai aucun droit de vote. Je pense que tout le monde ici peut le confirmer. C'est un organe qui est fédératif avant tout, c'est-à-dire que les associations sont les voix votantes et qui s'expriment sur les directions politiques que porte le centre et sur ses trajectoires. Là où nous sommes exécutants. Et donc notre charge et notre travail, et c'est ce que je m'emploie depuis 4 ans à faire, c'est d'aller voir et chercher l'expertise de chaque association, chaque collectif, pour sa spécificité et son apport autour de la société et des enjeux LGBTI+, pour s'en nourrir et construire un projet politique beaucoup plus grand qui va aller chercher cargo sur le sport, qui va aller chercher aide sur la santé, qui va chercher SOS homophobie sur l'accessibilité aux droits, qui va chercher le refuge sur la précarité des personnes mineures et l'exclusion des personnes mineures. Voilà, c'est ça l'objectif. Et ça, c'est par contre un travail de fourmi que personne ne voit dans le grand public. Et pourtant, c'est ça qui nourrit le projet de cette Pride, mais aussi qui nourrit le projet courant de la vie collective du centre depuis des années, et encore plus depuis, je pense, 2 ans, depuis qu'on a refondu, Gérald pourra le confirmer, mais qu'on a refondu la structure, qu'on est monté en compétences, qu'on est monté en réponse pour le public. On a une assistante sociale,
on a une chargée d'accueil qui accompagne les bénévoles, on a un formateur, on a ouvert une antenne à Dijon. Et tout ça, c'est une réponse pour un territoire et non pas pour moi, parce que je n'ai pas besoin de tout ça. Le projet, c'est de répondre aux enjeux de notre communauté. Et ça passe par aller chercher la compétence de chacune et de chacun. C'est vrai que pour avoir connu le centre dans la période 2015, 2016, 2017, on était très loin du niveau de maintenant. Je trouve que c'est beaucoup mieux maintenant qu'il y a 10 ans. C'était les débuts du centre aussi. Ouais. Les choses sont mises en place effectivement lentement au début. Il y avait un enjeu politique, je pense, différent. On ne rentrait pas dans les mêmes enjeux. Je sais juste une chose, c'est qu'on est arrivé avec une partie de l'équipe d'aujourd'hui, mais on est venu petit à petit, dans un centre qui était en lambeaux, qui pour moi était proche d'une explosion définitive qui allait fermer. Il y avait beaucoup de tensions. Oui, on a quand même eu des assauts qui ont viré homonationalistes avec l'extrême droite. Et il a fallu apprendre à gérer ça, apprendre à régler ça de manière collective, impliquer les associations à leur rôle, c'est-à-dire prendre une décision, quelle qu'elle soit, mais de la porter jusqu'au bout. Et ensuite, une fois qu'on a réglé cette problématique, ça a été d'écrire un espace collectif, donc faire un projet associatif, qui a changé radicalement la posture du centre, puisqu'à l'époque, c'était une coquille vide qui était... c'est une salle des fêtes, où les assos venaient, elles rentraient, elles repartaient, elles discutaient pas entre elles, il se passait des soirées, c'est très bien, c'est super cool, on buvait des coups, mais ça marquait pas un message politique. Aujourd'hui, vous voyez, on est dans un bal, mais on n'est pas que dans un bal, on est dans un message politique où la communauté LGBTI+, existe au cœur de son lieu, l'hôtel de ville. Et ça, c'était un travail. Et toute l'histoire nous a permis d'en arriver là, par contre. Ça. Et pour ça, j'ai envie de te dire aussi merci. Merci pour tout ce que, depuis ton arrivée, je crois que tu as pris le relais de Claire. De Claire Lambertier et Franck Delot. Et du coup, je trouve que tu as fait un énorme travail sur ça, justement, ou sur le fait que tout le monde rentrait, venait, sauf que c'était pas cadré en fait au niveau de, c'était même pas uni en fait finalement entre associations. C'était soit sur des opinions différentes ou autres. Et c'est bon quoi. On vit une période où on a besoin de vraiment s'unir, de se rassembler pour lutter contre l'extrême droite qui est en train d'envahir un peu l'Europe et outre-Atlantique. Donc par rapport à ton travail, j'ai envie de te dire merci sur les droits des personnes trans et personnes queer que tu mets plus en avant aussi au centre et aux associations présentes comme Chrysalide, pour les citer. Et voilà, je voulais vraiment te dire sincèrement. J'espère, parce que avec ce qui se passe autour de la Pride, Romain, que tu as sans doute vu, ce qui, moi, me fait plus de peine, c'est plutôt de se dire que pour des désaccords d'organisation qui ne reposent pas en réalité par le centre, c'est les assos qui votent, encore une fois, et on peut dire ce qu'on veut, je ne suis pas votant, vraiment, je pense que tout le monde autour de la table sait, je ne suis pas votant, donc ce qui a été décidé est une décision, en réalité, collective, pas unanime. Ouais. Par contre, sur les réseaux, nous attaquer sur le fait que nous n'accompagnerions pas les personnes trans, qu'on dénigrerait la place des travailleuses du sexe, des personnes racisées, qu'on serait validiste, voire pro-génocide. Ça, c'est des faits très graves que des personnes ont relayés et ont distillés. Et de vous à moi, regardez simplement l'actualité du centre. Il y a un an, le centre de Lyon a porté avec d'autres associations le fait qu'il y ait une plaque pour les travailleuses du sexe, a porté à ce qu'il y ait des conférences sur le 2 juin, porte de manière native pour les travailleuses, pour les demandeuses d'asile un gros volet d'accompagnement et de soutien, lutte contre les BHSS, refait de la place aux femmes. Je veux dire, c'est quelque chose qui est un travail collectif qui ne repose pas sur moi. Moi, j'en suis que la tête de proue. Mais c'est un travail grâce à des bénévoles qui sont derrière moi et des associations qui se sont réengagées aussi de ces espaces. Moi, je le vois aussi sur Nantes, avec Nozick. Il y a aussi eu une sacrée avancée par rapport à quand j'étais là-bas. Donc, je pense que la fédération aussi a vraiment peut-être mis un point d'orgue un petit peu à ce que les centres soient vraiment unis entre associations
les comprenants, quoi. Je sais pas après ce qu'il dit sur Paris, mais voilà. Ah si, il y a, Ouais, il y a en fait, le but, c'est quand même aussi de partager avec les autres centres. Moi, j'ai appris du centre de Paris, du centre de Marseille. Je suis en lien avec tous ces centres, avec Bordeaux, avec Félix de Nozick, par exemple, m'a écrit quand il a vu ce qui se passait d'ailleurs au niveau de la Pride, etc., pour nous apporter son soutien. Et je pense que c'est très important. C'est aujourd'hui, nos droits font face à une véritable menace qui dépasse en réalité simplement la notion d'extrême droite. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a des enjeux quand même internationaux qui poussent des espaces d'influence. Il y a des expérimentations politiques qui se passent, par exemple au Sénégal, on a vu un changement de loi. Mais quand on regarde ce qui est en train de se passer, c'est une influence notamment des États-Unis, donc une influence totalement coloniale, de venir influencer des politiques sur un territoire et voir comment ça réagit. Est-ce qu'on arrive à faire basculer des pays vers des schémas réactionnaires ? On voit que ce risque, il peut réussir. On voit ce qui s'est passé avec aussi Viktor Orban dans les dernières élections. J.D. Evans est venu à quelques jours des élections pour essayer de pousser un projet politique. Il a perdu en Europe. Mais ce qui se passe par exemple outre-Manche, au Royaume-Uni, doit nous inquiéter pour les droits des personnes trans, par exemple. Tout à fait. Donc ces enjeux-là ne sont pas gagnés et ne sont pas acquis. Il faut s'organiser et ça nécessite, pour moi, aussi au niveau local, qu'on soit beaucoup plus collectif. Je reviens sur la décision d'organiser une Pride, une marche le 11 juillet. Tu disais que c'était une décision collective, pas unanime. Du coup, ce vote, il a été fait quand combien d'associations de membres du centre ont participé? Combien ont voté pour? Combien ont voté contre? Alors, il faut savoir que l'organe du centre a été revu il y a 2 ans maintenant, en décembre 2024. Des nouveaux statuts totalement ont été réécrits. Ce projet, il a été écrit avec plusieurs associations, enfin toutes les assos. Et une des demandes, et vous comprendrez pourquoi je le mets, une des demandes a été, par notamment le CFL, d'inclure nos bénévoles dans les organes de vote. Je tiens à le dire déjà d'emblée. C'était l'ancienne coprésidente qui était au CFL et pour le CFL qui a dit « c'est important que les bénévoles du centre aient un espace d'expression politique dans les organes démocratiques du centre ». Du coup, on a créé un collège des bénévoles qui a un nombre de voix dédié. C'est 3 voix sur à peu près 28 associations membres aujourd'hui, donc c'est quand même très très minoritaire. Donc c'est très très minoritaire. Et aujourd'hui, on a une poussée. L'organisation du centre, je vais reprendre, mais en tout cas, c'est les associations qui votent pour l'Assemblée générale. Le conseil d'administration, c'est des associations qui disent on est volontaire pour 1 an pour s'engager sur un conseil d'administration, donc faire un peu plus de réunions et s'investir un peu plus politiquement. Il y avait, de mémoire, 16 associations qui en faisaient partie pour la période 2025, qui a été l'espace de vote pour cette décision. Le sujet, il est amené depuis 2024 en conseil d'administration. Gérald était encore présent à ce moment-là. En septembre 2024, le sujet a été amené. Il y a eu une première phase où on a dit on va essayer de travailler avec. On a rendu un bilan qui faisait que c'était compliqué de travailler avec le CFL. Au mois d'octobre 2025, a été redemandé par les associations, par certaines associations, de remettre ce sujet sur la table, juste d'en discuter. Là, à ce moment-là, 2MSG a dit faudrait peut-être rencontrer nos associations membres, échanger avec elles pour voir quels sont les besoins. Et c'est à ce moment-là qu'est ressorti, nous, au niveau du centre, c'est notre rôle. On va les rencontrer. J'ai envoyé, encore une fois, Gérald pourra le confirmer, j'ai envoyé des mails à toutes les associations pour dire on peut se faire un temps de rendez-vous, on se rencontre, toutes n'ont pas répondu, ou certaines ça a eu lieu plus tard, et j'ai recueilli les besoins, les attentes. Toutes n'étaient pas en train de dire le CFL est infâme, enfin, même personne ne disait ça. C'est juste qu'il y a un vrai problème d'organisation, de la militance, un vrai problème de praxis militante. Et au mois de février, le 4 février, conseil d'administration. Ce conseil d'administration a réuni, je vous dirais par rapport au nombre de voix, mais en tout cas, une partie des associations, enfin la majorité du conseil d'administration a été votant. Et on a pu être voté à ce moment-là, avec 9 voix pour, 1 abstention et 6 contre, la création d'une interorganisation
pour potentiellement, en tout cas, porter la Pride, mais en tout cas, pour créer vraiment une interorganisation. Et suite à ça, on a essayé de réunir l'interorganisation. Il y a eu 2 réunions, une en mars et une qui s'est soldée le 11 avril, qui a entériné un vote avec une charte de fonctionnement, une charte des valeurs, pour faire un projet collectif commun. Il y a à peu près 22 associations qui ont contribué de manière active. Il y a à peu près 5 syndicats, 5 partis politiques, où eux, ils sont plus consultants, mais ils font partie de la vie collective, donc ils sont inclus. Et c'est à travers ces étapes que se sont en fait décidées cette marche du 11 juillet, avec ce qui a décidé à arrêter la date, c'est des contraintes techniques avec le G7 et la préfecture qui nous a dit on ne peut pas faire en septembre une Pride parce que les services, la date qui était proposée était trop proche en termes de charges administratives, ils seront encore en vacances. Enfin, il y a plein de choses que ça sollicite en termes de sécurité, plus la Biennale de la danse, plus nous la Global Black Pride à Paris. Enfin bref, il y a beaucoup de sujets. En gros, ça ne correspondait pas et la préfecture nous a dit nous, on n'est pas chaud, et la mairie nous a dit c'est impossible. Donc, 11 juillet, puisque c'était la seule date qui était possible. Et il y a un mot d'ordre où ça n'a pas encore été défini? Non, c'est pas encore défini. Actuellement, ce qui était important pour nous, c'est que la Pride, comme je disais, c'est un outil politique. Ce qui est important, c'est ce qu'on y dit. Et aujourd'hui, au niveau local, il n'y a pas de plaidoyer interassociatif. Le CFL a écrit une ligne politique. Les assos n'y ont pas vraiment une voie d'écriture. Ils participent au mot d'ordre. Cette année, j'ai vu qu'il y avait une petite écriture pour vraiment un texte qui va accompagner ce mot d'ordre, mais c'est la première année où ça se fait. Nous, ce qu'on a décidé, c'est d'aller chercher l'expertise de chaque association. On a écrit un plaidoyer qui doit faire quasiment une 30aine de pages. Et là, le but, c'est dans les semaines qui viennent, normalement le vote, ce sera le 12 juin, de voter ce plaidoyer. À partir de ce plaidoyer, on en définit des priorités, notamment avec l'actualité. Ce qui est souhaité à ce stade, mais ce n'est pas encore voté, c'est de travailler sur les enjeux internationaux connectés à l'enjeu des présidentielles qui vont avoir lieu dans un an. Parce qu'on pense que c'est l'échéance politique pour les droits LGBTI qui doit être traitée. Et en plus, le CFL traite de la question de la transidentité et en plus des droits des travailleuses du sexe, donc on n'a pas besoin d'aller sur la même thématique. Et nous, notre souhait, c'est de dire, en gros, politiquement, ce qui se passe ailleurs, on ne veut pas que ça se passe en France. Donc engagez-vous, votez, ou en tout cas, portez vos droits quand vous devez les défendre. Ok, donc sans divulgacher le mot d'ordre du 11 juillet, on peut prédire que ce sera certainement en lien avec la présidentielle et l'international. Exactement. Aujourd'hui, dans les groupes de travail, c'est ce qu'on a amené à la demande aussi d'associations concernées par ces enjeux. Je pense aux assos, en tout cas de demandeuses d'asile, qui ont demandé à ce que ces sujets, et même nous, on reçoit beaucoup de mails du Sénégal actuellement, par exemple. Je veux dire, c'est pas un jeu ce qui est en train de se passer. Donc, les réalités nous rattrapent, et on pense que dire ce qui est en train de se passer ailleurs, on ne veut pas que ça arrive chez nous, avec une échéance de présidentielle qui est quand même potentiellement très critique, il est important d'appeler à se mobiliser, et on reste à partisans en le disant, je le préciserai toujours, on est à partisans, mais par contre on n'est pas à politique, et nos droits, certains les poussent dans un sens ou dans l'autre, et nous on souhaite les défendre. D'accord. Bon, j'ai rien à rajouter, puisqu'il doit venir revenir à la radio. Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé. Non, mais tu as dit ce que tu avais à dire. Léa, tu veux poser une question? Qu'est-ce que je voulais dire? Tu as presque tout dit déjà. Non, si moi j'avais. Pardon, je te coupe. Non, vas-y. Mais oui, le CFL dit que leurs réunions de préparation de la marche sont libres, que tout le monde peut venir, que tout le monde peut débattre du mot d'ordre, des modalités pratiques, voilà. Et du coup, pourquoi les associations qui, si j'ai bien compris, reprochent au CFL de ne pas avoir une démarche suffisamment participative qui inclurait les autres associations LGBT lyonnaises, pourquoi elles ne sont pas allées à ces réunions? Pourquoi elles n'ont pas essayé de se saisir aussi de cet espace qui leur était offert pour pouvoir infléchir la ligne si la ligne ne leur convenait pas? Alors ça, c'est intéressant parce que nous, on a participé aux réunions jusqu'à il y a très peu de temps. À savoir que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, le vote en question du conseil d'administration du 4 février était à bulletin secret.
Donc l'attaque qu'a fait notamment le CFL sur ses réseaux sociaux, attaquant la légitimité de ce vote parce que le Collège des bénévoles a une expression, je rappelle, il a une expression notamment parce que le CFL a demandé en réunion de travail à ce qu'il y ait une expression de nos bénévoles dans l'organe démocratique et qu'il n'a que 3 voix, dont on ne sait pas du coup l'usage de ces voix, puisqu'il est indépendamment de nous, et on ne sait pas les votes des associations. Certaines ont été assez claires aussi sur les raisons des fois du vote. Certaines nous ont dit on ne veut pas cette année, on préfère l'année d'après. Donc il y en a qui ont dit on a voté contre, mais plutôt pour viser l'année d'après. Donc maintenant, sur la question de l'organe démocratique et le fonctionnement du CFL, je pense qu'ils cherchent en tout cas à faire évoluer une partie de leur ligne. Je pense que, je vais être très honnête, aujourd'hui ils sont en train de la bousculer fortement parce qu'ils ont vu justement que ça n'allait pas. Parce qu'on a poussé ce projet-là. Sinon, certains sujets étaient vraiment très lents à avancer. Et je veux dire un point tout bête, un des éléments qui est quand même critiqué dans l'organisation, c'est qu'aujourd'hui, dans les statuts du CFL, et c'est comme ça qu'est organisé, c'est organisé en réunion, les réunions sont publiques. Peuvent voter les membres du CFL qui sont à plus de 6 mois d'ancienneté dans le CFL. Peuvent voter les associations, elles ont une voix. Donc, leurs bénévoles ont une voix s'ils ont plus de 6 mois dans le CFL. Ce qui fait qu'actuellement, et je suis sincère, jusqu'aux dernières réunions auxquelles j'ai participé, on était entre 6 et 8 assos. Ce qui fait que sur un tissu associatif local, je pense que vous le savez, on a une 50aine de structures associatives, plus les collectifs éventuellement. Donc, c'est quand même très faible pour parler d'une légitimité. Oui. Et les avoir au village associatif, ça ne veut pas dire les organes, les avoir aux réunions de travail. Donc, elles n'y allaient pas. Elle n'y allait pas parce que c'est pas forcément facile déjà de travailler avec le CFL des fois. Il y a quand même un historique qui est pas facile. La liste des connards, ces périodes-là, qui ont quand même marqué le tissu associatif. Moi, ça m'a pas marqué, mais ça a marqué des associations. Et ben, ça a des répercussions encore aujourd'hui. Un des sujets qui a été quand même très critiqué, nous, dans les réunions, ce qui a donné lieu d'ailleurs au fait que le vote ait eu lieu à bulletin secret, c'est les peurs de pression, parce qu'il y a eu des périodes de praxis militante très virulentes qui font peur à des personnes, des conséquences des rapports qui avaient lieu actuellement avec des organes, c'est-à-dire se faire exclure de la Pride. Il y a des assos qui ont été exclus de la Pride pendant 6 ans, 7 ans. Je pense que c'est un secret de polichinelle, mais AIDS, par exemple, revient cette année, mais pendant 6 ans, AIDS n'était plus à la Pride. Pourquoi ? Il y avait des choses sans doute à dénoncer, à faire avancer, je dis pas. Mais c'est juste que la méthode, c'est pas une décision de toutes les associations qui ont dit AIDS ne peut plus participer à la Pride. C'est le CFL qui a dit AIDS ne participera plus à la Pride. Et ces méthodes-là ne sont pas revues aujourd'hui. Aujourd'hui, ils réaccueillent AIDS, mais ils n'ont pas réglé le fond. C'est-à-dire qui décide et comment. Là, aujourd'hui, le projet politique, c'est de dire on décide collégialement. Et encore une fois, moi, je n'ai pas de vote dans ces organes. Il y a eu une évolution, par exemple, sur la question des syndicats, je crois, où les premières Pride, les syndicats et les partis politiques n'étaient pas les bienvenus, en tout cas pas pas avec leur banderole, les personnes syndiquées ou élues pouvaient venir en tant que telles, mais en tout cas pas derrière leur parti ou leur syndicat. Et là, depuis l'an dernier, je crois, les syndicats ont à nouveau... ils pouvaient être sur le village l'année dernière. Ils pouvaient être sur le village l'an dernier. En fait, je sais la réelle motivation, je vous cache pas que je ne vais pas la dire là. Parce que je ne vais pas rajouter de l'huile sur le feu. Mais la raison pour moi, qui m'a été clairement dite par le CFL, je trouve qu'elle ne montre pas une forme d'adhésion à travailler avec les syndicats. Elle montre juste une réponse avec qui ils ne veulent pas travailler. Ils préfèrent, par contre, essayer de proposer une contre-proposition qu'une autre association. Donc, tout se défend. Simplement, je trouve que ce n'est pas une manière de fédérer, de choisir d'inclure des personnes parce qu'en gros, c'est des moins meilleurs ennemis que d'autres. Voilà. Donc il y a une avancée des syndicats en effet à les faire venir, mais encore une fois pour moi c'est pas un schéma d'adhésion, à les faire venir en tout cas jusque là au village associatif et je crois cette année potentiellement à marcher. Je suis pas sûr que ça a été entériné. Nous on sait en tout cas, et ça c'est un apprentissage de la Pride de Budapest personnellement, que nous ne défendrons pas nos droits en restant qu'avec nous-mêmes, qu'il va falloir se saisir des luttes sociales dans leur entièreté, et y compris justement du rôle des syndicats, et peut-être un jour, y compris des partis politiques, mais non pas à la place de nous, mais venir les laisser peut-être soutenir nos demandes, nos revendications, rencontrer nos demandes et nos propositions pour qu'ils puissent les intégrer dans leur réalité politique. Et ça, c'est un travail qui ne peut se faire que si on est autour de la même table, ce qui pendant longtemps n'a pas été le cas.
Et encore une fois, quand je disais que je pense qu'il y a des choses qui ont avancé cette année particulièrement rapidement, c'est justement parce qu'ils ont vu que nous impulsions cette demande-là. On a l'impression quand même que le milieu associatif LGBT lyonnais est un peu coincé dans la même boucle temporelle depuis 7 ans. Depuis 2019, c'est quand même un peu les mêmes, voilà, les mêmes, comme tu disais, les mêmes rancunes qui reviennent, qui ont encore un impact aujourd'hui, de vieilles affaires qu'on pourrait croire classées et qui ont encore un impact aujourd'hui. Je pense juste, toi Romain, tu as connu quand même ces périodes, Gérald aussi, tu as connu beaucoup de choses. Oh oui, Léa, Gérald. Non mais vous avez Non, je vu peux pas passer pour le dinosaure de service. Non mais vous avez vu les trams, les trams du temps. Ouais, j'étais entre Nantes et puis Lyon, donc bon, c'était un peu... Mais on voit quand même j'ai eu ces certains tissus. échos, quoi. Oui. Voilà. Et ce que je pense, en tout cas, moi, malgré nos dissensions actuelles avec le CFL, je maintiens mon appel à marcher avec eux. J'ai des profonds désaccords. Et personnellement, je vous le dis en toute franchise, je ne me rendrai pas à cette Pride-là. Non pas par désunion, simplement parce que je n'y sens pas actuellement sécurité. Je veux dire, ce qui s'est passé ces dernières semaines sur les réseaux sociaux m'a mis dans un état personnellement très peu sain. Et je pense que c'est important de se dire aussi l'impact politique de nos engagements associatifs. Il n'est pas neutre sur notre santé. Moi, ça fait 4 ans que je suis très engagé. Je pense que j'ai pris certains coups assez virulents jusque dans ma plus profonde intimité. Donc, du coup, je choisis de me prévenir de ça. Je serai à la Pride de Paris, en train de marcher avec notamment 2MSG, le SIDAction, SIDRAction aussi. Il y a différentes choses aussi qui me portent là-bas avec des conférences, etc. Et j'appelle malgré tout à soutenir la Pride ce jour-là. Et nos bénévoles seront potentiellement présents. Il y a une demande qui a été faite en interne à ce que les bénévoles du centre, s'ils le voulaient, est-ce qu'ils voulaient porter déjà un stand associatif, est-ce qu'ils voulaient porter peut-être un événement après, on leur a laissé le choix. Le bureau a simplement été tellement attaqué qu'on a considéré qu'on n'était plus valide à pouvoir prendre une décision. Et donc on s'en est remis à eux. Il y a une réponse qui est en train d'être définie. Et on les laissera s'auto-organiser, on les soutiendra juste sur cet aspect-là. Ce qui me frappe, c'est que sur le long terme, les reproches sont quand même souvent les mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est reproché beaucoup au CFL, c'est ce manque de collégialité, ce manque de travail collaboratif avec les autres associations LGBT. C'est aussi, si j'ai bien compris, ce que le CFL reproche au centre, enfin, dans sa communication en tout cas, c'est de dire que la collégialité dont tu parles ne serait qu'un faux semblant. Et c'était déjà ce qui était reproché à la grande époque, il y a longtemps maintenant, il y a 10 ans, mais à la Lesbian Gay Pride, à la LGP, c'est-à-dire que on leur reprochait, vous faites votre truc dans votre coin et on n'est pas consulté, et voilà. Et je me rappelle qu'après la Pride de 2019, celle qui avait été interrompue à la fois, il y avait eu un pink block et puis il y avait eu surtout un orage torrentiel ce jour-là, qui a fait que la Pride n'avait pas pu avoir lieu. Et bref, il y avait eu déjà un premier drama qui avait traumatisé un peu tout le monde. Et on s'était tous retrouvés au centre LGBTI quelques semaines, peut-être 15 jours plus tard, pour une séance de thérapie collective pour que chacun puisse dire ce qu'il avait à dire. Et je me souviens de Olivier Ray, qui était à l'époque le directeur du lavoir public, et qui avait dit, en tout cas, cette réunion, elle a permis aussi de comprendre qu'une Pride, une marche des fiertés, c'est aussi, on a tendance à penser que ça tombe un peu du ciel, ça nous tombe tout cuit dans le bec, mais voilà, et c'est bien de se souvenir que derrière, il y a des personnes qui... Ça ne repose en fait que sur l'engagement de bénévoles, et que la Pride, elle est aussi ce qu'on en fait nous, et qu'il ne faut pas être simplement consommateur de la Pride et y aller une fois par an, mais que c'est important, si on veut de la collégialité, il faut aussi s'en emparer nous-mêmes. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Romain, sur cet héritage-là, entre guillemets. En fait, ce qui est très compliqué, c'est qu'il y a des associations ou des personnes qui ne connaissent pas le milieu associatif des fois, ou alors qui ont un investissement dans le milieu associatif très relatif, qui ne participent pas forcément aux espaces de discussion. C'est-à-dire que moi, il m'a été reproché un manque de collégialité ou de discussion par une association en réunion il n'y a pas très longtemps. Simplement, quand je l'ai sollicité pour une rencontre, pour qu'on discute sur ses attentes, ses enjeux et comment on peut le mieux les accompagner, la réponse a été de dire « mais tu sais déjà tout, on n'a rien à se dire ».
Bon bah oui, tu te saisis pas de ce moment, mais du coup quelques semaines plus tard, tu me dis qu'on n'est pas collégial, qu'on vous sollicite pas. Bah si, en fait, faut juste se saisir aussi des moments. Donc il y a des fois, il y a en effet ces reproches. Et je pense juste à un point, c'est que la Pride, pour beaucoup actuellement, ce qui est en train de se passer est un énorme échec. Ok, c'est un énorme échec, mais c'est l'échec de qui? Pour certains, c'est l'échec du CFL et du centre. Moi, je tiens à dire que, le centre, c'est déjà une structure fédérative interassociative. Donc dans ce cas-là, ça implique toutes les associations qui sont derrière. Et ça implique aussi la communauté. Parce qu'en réalité, c'est facile de monter sur une scène un soir de semaine et de dénoncer des choses à travers une performance artistique. Je ne dis pas que c'est facile au sens facile, hein. Mais c'est une part du travail de l'associatif ou du message qu'on peut porter dans notre communauté. Mais accueillir des demandeuses d'asile, accueillir des personnes trans, comme moi encore je le fais. Je ne suis pas le président qui est déconnecté du terrain, hein. Je fais toujours de l'accueil-écoute par moment. Et bah c'est ça la réalité. Et c'est ça qui vous ramène à la réalité. Et je préfère être très clair là-dessus. Aujourd'hui, il n'y a quasiment aucune autre association sur le territoire, quasiment aucune, hein, mais il y en a 2-3, je pense à 2MSG, peut-être AML, le Refuge, mais qui accueillent le public, qui est confronté à sa réalité. Chrysalide, je pense aussi. Avoir les mains dans le cambouis, quoi. Oui. Et je vais dire un truc tout bête, hein, mais quand vous rencontrez un demandeur ou une demandeuse d'asile, qu'elle vous raconte qu'elle a quitté le Sénégal parce qu'elle a dû se battre contre son conjoint du même sexe, hein, ou sa conjointe, qu'ils ont dû se battre dans la rue, qu'un a dû exécuter l'autre pour survivre, que l'autre, pour survivre, du coup, il a dû quitter son village, quitter son pays, passer peut-être des fois par la Libye pour avoir un réseau de traite d'êtres humains, passer la mer Méditerranée en fonction de l'endroit et du réseau de passage avec potentiellement des morts, pour arriver par exemple à Lampedusa, où vous avez aujourd'hui la mafia, avant même les autorités européennes qui passent, qui vient faire une sélection des plus beaux et des plus belles pour les envoyer dans des réseaux de prostitution, et ensuite que ces personnes arrivent à s'échapper de ces réseaux de prostitution pour arriver en France, pour potentiellement retrouver ce même type de réseau qui va les héberger, ou en tout cas des réseaux qui vont les empêcher de vivre leur identité. Tout ça pour avoir aussi des traitements des fois de santé. Une grosse partie sont par exemple séropositives pour ne pas avoir accès à ces traitements. Et quand elles arrivent dans notre centre aujourd'hui pour nous raconter ça, combien de personnes sont réellement confrontées à cette réalité? Moi, je peux vous le dire que je le suis. Nos bénévoles le sont réellement. Et que ça, c'est pas des choses qu'on idéalise. C'est la réalité qu'on entend. Et pour moi, ce qui doit porter la voix collective des besoins de nos associations, c'est pas ce qu'on imagine quand on est CSP+, et qu'on a fait des études sur les questions de lutte contre les discriminations, etc. C'est une réalité, c'est important, mais néanmoins, venez vous confronter au terrain et vous verrez réellement ce qui fait qu'aujourd'hui, la Pride à Lyon, en fait, les premières personnes qui en ont besoin, ce ne sont pas les premières qui vont avoir le temps de s'investir pour porter des messages, mais pourtant, les messages, nous, c'est notre rôle de leur transmettre. Nous, on est porte-parole de ces réalités. Le centre de Lyon, aujourd'hui, c'est 18 000 personnes qui sont touchées par notre action, c'est-à-dire qu'on va rencontrer, etc. Sur des entretiens individuels, on est quasiment à 500. On a quasiment 80 entretiens juridiques. Enfin, je veux dire, c'est une action de terrain de fond, une centaine de personnes accueillies par notre assistante sociale. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a une légitimité aussi à porter une ligne politique qu'on n'avait pas à l'époque, mais qu'on a aujourd'hui. Nous sommes conquis. Je sais pas si vous êtes conquis. Mais c'est pour eux. Je le dis avec un peu de hargne, mais parce que tout ce qui se passe actuellement, pour moi, c'est une perte de temps. J'ai pas le temps de me justifier de pourquoi il y a deux Pride. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a tout un travail de terrain, de fond qu'on connaît pas bien, en fait, du centre. Non. Je pense, Gérald, toi tu l'as vu, aujourd'hui il y a 3 salariés, on a ouvert une antenne à Dijon, on a donc 4 salariés avec Jade que vous avez eu tout à l'heure, elle est formidable d'ailleurs. Et en fait on essaie de répondre à quasiment toute une région, on est le centre qui, avec Grenoble, on est les 2 seuls centres de notre région, on capte un public qui vient des fois de Chalon-sur-Saône, de Annemasse, qui vient de Valence. Enfin, je veux dire, la cartographie du public qui vient au centre de Lyon, elle est colossale. C'est le plus grand champ territorial aujourd'hui de France par rapport à d'autres centres. Je vais vous dire par exemple Marseille, ils ont Toulon à côté, il y a Montpellier. Ouais. Très simple. Et du coup, le volume populationnel qu'on capte, les personnes qu'on a sur notre ligne d'écoute, etc., c'est un champ colossal et sur lequel il y a peu de voix politiques pour leur donner un espace. Et nous, ça, c'est notre rôle. J'avais une petite question, c'est vraiment
si c'est en projet ou pas, je vous pose la question comme ça. Est-ce qu'il y a un jour, on pourrait avoir une existence à Lyon, Transinter. oui, Transinter à Lyon? Je pense que... Je sais que Chrysalide est fatigué de différents points, parce que c'est des militantes qui sont là depuis très longtemps, mais qui sont extrêmement pertinents, je le dis, sur le territoire, et qu'on a sollicité par exemple pour des formations, hein, contrairement à ce qui a pu être dit sur certains réseaux. On sollicite bien le local sur nos formations, on a même des bénévoles qui portent directement ces formations. Mais en tout cas, Chrysalide est force, pour moi, en tout cas, d'intérêt, et notre rôle, c'est d'essayer de les accompagner. Je pense à Rita qui a fermé à Grenoble. Oui, il y a bientôt un an en réalité. C'est un manque cruel en tout cas quand ces assos s'effondrent. Il y a Éclat aussi, qui est un collectif, je crois, qui vient de se muer en association, qui existe au niveau local, qui fait des permanences aussi. Nous, on accueille aussi des projets autour de ces questions. La question est comment on veut se structurer les personnes concernées par rapport à ça. Au niveau local, il n'y a pas les mêmes énergies, je trouve, que pour le moment au niveau national. Et il manque, je pense, de personnes concernées pour porter ces sujets. C'est vrai, je pense qu'il y a besoin de beaucoup de monde. Oui, mais par contre, il y a beaucoup de besoins à les porter. Je me rappelle que dans l'Ouest, Rennes avait fait une existence inter-Ouest en plus, avec Nozig, avec Iskis, avec les associations du coin. Et voilà, du coup, je me dis, pourquoi pas un jour à Lyon, pourquoi pas, avec les associations de la région. En tout cas, je pense simplement que tous ces projets, nous, le but, c'est qu'ils soient portés par des personnes concernées. Je pense aux événements Flinta, par exemple, qui sont organisés au centre. Moi, la seule chose que j'ai fait, c'est que je suis arrivé au centre et j'ai dit à des personnes que je connaissais qui étaient concernées, je leur ai dit, est-ce que si je vous donne les clés du centre, vous faites quelque chose? Réponse oui. On est passé d'un événement où il y avait 5-6 personnes, aujourd'hui à une quarantaine quand il s'organise. Donc il y a un besoin, il faut juste donner cet espace. Nous, au centre, contrairement à ce que les gens peuvent penser, on donne la place au collectif. On n'est pas uniquement là pour travailler avec les associations, on donne la place aux personnes. Et si on vient nous apporter un projet, il y a juste un cadre associatif bénévole de notre côté, parce qu'on a défini vraiment un minimum, des formations et des choses comme ça, mais qui sont en réalité très accessibles. Mais on donne les clés pour que les personnes se saisissent de cet espace et que ce ne soit pas un centre de CSP+, qui répond qu'à ses besoins qui lui font plaisir. Bien sûr. Donc si les personnes concernées viennent, elles seront accueillies pour porter ces questions. Peut-être des collectifs concernés qui sont dans la région. Tout à fait. Il n'y a pas besoin d'être, je le précise, pour travailler avec le centre, il n'y a pas besoin forcément d'être une association. C'est juste qu'en fonction de certains projets qu'on va vouloir engager, je vais dire un truc tout bête, vous voulez des subventions, évidemment, il faut exister en tant que structure juridique. Vous ne pourrez pas avoir de subvention. Mais le centre peut des fois, et c'est ce qu'il fait par exemple avec la Pride de Villefranche, le centre peut porter des projets en soutien. Et par exemple, on a financé une partie de leur communication, des choses comme ça, parce qu'eux n'ont pas la structure pour le faire, mais que nous, en soutien, c'est notre rôle d'essayer d'apporter une compétence ou un soutien financier, voire mutuel. Je me demandais s'il y avait certains locaux associatifs dans des villes comme Chambéry ou encore comment Annecy. Est-ce qu'on a des associations, est-ce qu'il y a des micro-antennes, on va dire Il y a des micro-associations. C'est ça. Je pense par exemple à Queer Auvergne. Il y a des petites structures qui existent, mais elles vivotent, c'est compliqué. Et créer un centre, c'est très lourd en termes de charge aujourd'hui. Je parlais vraiment des petites antennes. Mais un centre, ça peut être petit, c'est pas obligé d'être. Oui. Mais quand j'évoque un centre, c'est pas forcément un centre, en effet. Mais en tout cas, il y a des attentes là-dessus. On essaye, en tout cas, quand on le pourra ou quand on le peut, partager notre expérience, partager nos statuts s'il faut, si ça aide à des associations à se créer. On aide à réécrire par exemple les statuts de cargo actuellement. Il y a des choses comme ça qui peuvent être faites. Voilà. Ok, ça marche. Merci pour ta réponse. On va conclure. On va conclure. Tu as quelque chose à rajouter, Aymeric, que tu souhaiterais dire, un message à faire passer, ou des messages? Non, mais en tout cas, déjà, merci à vous de nous recevoir. Il y a beaucoup de choses à dire sur notre actualité, je le sais, que j'ai beaucoup parlé. Une chose, en tout cas, moi, que je souhaite sincèrement, c'est quelles que soient les dissensions associatives, marchez et mobilisez-vous, y compris dans les prides rurales, le 13 juin, par exemple, à Villefranche-sur-Saône. Voilà, mais il y en a d'autres et vous pourrez suivre les actualités. Saint-Martin-Haut, le 6. Celle de Roanne aussi. Celle de Roanne. Enfin, voilà. Mobilisez-vous, en tout cas, dans tous les espaces qui vous semblent légitimes. Le 27 juin,
à Lyon pour la Pride du CFL entre Lyon et Villeurbanne. Mobilisez-vous aussi dans toutes les autres grandes villes. Mobilisez-vous aussi avec nous le 11 juillet. Tout ce que je peux vous dire, simplement pour conclure sur peut-être la Pride du 11 juillet, il y a quand même des choses positives que je peux vous dire. 2 points. Je disais tout à l'heure, nous, le but, c'est qu'on est en train d'écrire un plaidoyer qui va être validé, qui va être finalisé bientôt. On aimerait apporter une série de 4 à 5 conférences en amont, voire le jour même, de la Pride sur le village, puisqu'il y aura un open air et donc une scène sur laquelle il y aura les discours, mais on voudrait en amont une prise de parole. Il y a différents sujets qu'on est en train de travailler, notamment le lien avec politique, syndicats, quel rôle ils peuvent avoir dans nos luttes. Un enjeu sur l'international en essayant de faire venir notamment Jean-Marc Berton, donc on verra s'il peut, l'ambassadeur des droits LGBT, parce que c'est des rares des politiques nationales qui portent un engagement très sincère, notamment sur les droits des personnes trans, enfin, très intéressant. On a également sur la transidentité, on aimerait peut-être faire intervenir une conférence sur la haute autorité de santé, donc à voir là-dessus, avec voilà, à outrance potentiellement, à voir. Et également faire venir, si elle le peut, en tout cas Maram, de la Global Black Pride qui aura lieu la 2e semaine du mois de septembre, avec une série de conférences, etc., qui est une Pride pour les personnes racisées, en tout cas pour mettre en avant leurs droits, qui a démarré de mémoire à Boston et qui va avoir lieu pour la première fois en Europe, et ça va avoir lieu à Paris. Et notamment de MSG, je sais que d'autres collectifs sont investis, et nous on souhaite un peu passer le témoin. Et cette année, c'est un des sujets qu'on souhaite mettre en avant. Donc peut-être que ce sera le jour du village, juste avant que les discours. On va faire une mini-conférence pour mettre en avant ça, pour que les gens essayent de se mobiliser sur cette période. Et au niveau, il y aura un village associatif. Il y aura aussi pour la première fois de l'histoire, pour le coup, locale, un véritable open air avec une jauge à 4000 personnes sur la place Maréchal Lyotet. Et le parcours sera autour des quais du Rhône, partira et finira place Maréchal Lyotet. Donc passera pas loin de la préfecture, face à l'Hôtel-Dieu pour avoir notamment un temps de mémoire pour les personnes décédées du VIH et les combattants-combattantes. Et on passe pas très loin quand même de l'Hôtel de Ville. Donc il y a des symboles à passer dans le centre-ville et réarmer un petit peu nos combats et les réengager au cœur d'une cité. Donc voilà ce que je peux vous dire en tout cas pour un peu le mot de la fin, c'est que ça sera un lieu et un espace où aussi on porte des messages très sincères. Et vous pourrez juger notre ligne politique par notre plaidoyer et ces temps fédératifs. Voilà, merci encore. Moi, je voulais juste te dire merci d'avoir invité du coup Transculture et Pluriel Gay. Et au plaisir peut-être aussi de faire d'autres événements aussi presque dans la même configuration finalement. Et ça pourrait être intéressant en tout cas. Avec très grand plaisir en tout cas. Merci à vous de nous avoir accueillis. Et merci Romain. Merci. Merci Romain.